Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Le Canada sera-t-il une terre de danger ou d'opportunité au courant des prochains mois? C'est la question qu'on se pose dans cette vidéo. Mais avant de commencer, pour tous ceux qui n'êtes pas abonnés à la chaîne, qui me regardez en ce moment, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton s'abonner tout juste en dessous de la vidéo. Et pour tous ceux qui voudraient s'ouvrir un compte de courtage chez Wealthsimple, en utilisant mon lien dans la description, vous pourriez obtenir un iPhone 16 ou un MacBook si vous déposez 100 000 $ dans votre nouveau compte d'ici le 13 décembre prochain. Alors maintenant, retournons à ce qui nous intéresse. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans les marchés boursiers canadiens pour les prochains mois? Eh bien, l'éléphant dans la pièce, c'est bien sûr les tarifs qui risquent d'être appliqués sur le Canada par Donald Trump. Dans un message qui a été publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a menacé le Canada de subir des tarifs allant jusqu'à 25% sur tous les produits qui sont exportés aux États-Unis s'il ne réglait pas le problème de sa frontière, en fait la frontière nord entre le Canada et les États-Unis, parce que selon Trump, il y a un problème de drogue, de fentanyl, et que le Canada a été un peu laxiste par rapport aux mouvements qui se font sur sa frontière, notamment à l'importation de drogue. Bien sûr, la frontière nord n'est pas la frontière sud. Peut-être qu'il y a un petit peu d'exagération du côté de Donald Trump de ce côté-là. Mais le message est du moins envoyé. Le Canada doit répondre aux demandes de Donald Trump, sans quoi le Canada subira la foudre des tarifs de Donald Trump, comme ça a été le cas en 2017 où plusieurs produits canadiens avaient été soumis à des tarifs de plusieurs pourcentages, notamment l'acier, l'aluminium, etc. Donc, le Canada, bien sûr, s'inquiète de tout ça. Justin Trudeau est allé rencontrer Donald Trump à Mar-a-Lago. Donald Trump qui a ensuite publié comme quoi la rencontre s'était bien déroulée. Bien sûr, rien n'est ressorti de cette réunion-là, mais Justin Trudeau s'est bien sûr présenté pour essayer de tâter le pouls et aussi de calmer les choses pour éviter qu'effectivement ces tarifs n'entrent en fonction lors de l'inauguration de Donald Trump le 20 janvier prochain. On voit ici M. Trudeau avec Donald Trump tout sourire. Et Donald Trump aurait d'ailleurs fait une blague à Justin Trudeau comme quoi si le Canada n'était pas en mesure de faire des affaires avec les États-Unis sans que les États-Unis aient un déficit commercial de l'ordre de 100 milliards de dollars avec le Canada, eh bien le Canada pourrait devenir le 51e État américain. Bien sûr, le rire devait être assez jaune du côté de Justin Trudeau, mais la blague semble bien réelle parce que Donald Trump a renchéri en publiant sur son réseau social une photo de lui-même, bien sûr générée par l'intelligence artificielle, à côté du drapeau canadien, regardant vers ce qui semble être les montagnes rocheuses, mais ici, bien sûr, on reconnaît la montagne célèbre sur les tablettes de chocolat Toblerone suisse. Tout ça démontre en fait que le Canada les États-Unis ou Donald Trump rit un peu au nez du Canada, qui est totalement dépendant et soumis aux États-Unis, et même qu'on semble remettre un peu en doute l'indépendance politique canadienne, qui pour Donald Trump pourrait paraître un peu encombrante. Alors, est-ce que ça veut dire que les États-Unis vont annexer le Canada? Je ne pense pas. Bien sûr, tout ça reste une blague, mais le Canada n'est pas dans une position de force pour, bien sûr, négocier avec les États-Unis, qui pourraient avoir des demandes assez importantes, notamment l'abandon pur et simple de la gestion de l'offre, qui est quelque chose d'assez important au Québec notamment. Bon. Les tarifs. Si les tarifs sont appliqués au Canada, bien sûr, ça va être dévastateur pour l'économie canadienne. Donc, en ce sens, on pourrait dire que s'il y a un certain danger associé à l'investissement dans la bourse canadienne. Par contre, il faut appliquer certaines nuances. Et il y a une étude qui a été publiée par Desjardins, très bonne étude à cet égard, qui se questionne sur à quoi ça pourrait ressembler l'environnement économique canadien si les tarifs étaient appliqués et comment ces tarifs pourraient être appliqués. Et voici ce que j'en ai tiré de cette étude. D'abord, il faut prendre en compte que les tarifs risquent de ne pas être appliqués. Même si Donald Trump dit que les tarifs vont être appliqués à tous les produits canadiens, ces tarifs ne risquent pas d'être appliqués sur le secteur de l'énergie canadien parce que le Canada est un grand exportateur de produits pétroliers aux États-Unis et que Donald Trump, durant sa campagne électorale, a bien sûr planché sur le fait qu'il allait ramener le coût de l'énergie à la baisse. Donc, en imposant des tarifs, ça créerait l'effet contraire.
Donc, les provinces canadiennes ne seront pas touchées de la même façon. Les provinces productrices d'énergie, notamment l'Alberta, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, qui est un producteur de produits dérivés du pétrole, notamment de l'essence raffinée, risquent de ne pas être affectés de la même façon que pourrait l'être le Québec, notamment. Parce que même du côté de l'Ontario, qui exporte beaucoup de pièces automobiles du côté des États-Unis, Donald Trump, s'il est le moindrement lucide, va comprendre que l'interconnexion des chaînes d'approvisionnement va rendre difficile l'application de ces tarifs s'il ne veut pas affecter le prix des automobiles aux États-Unis. Donc même l'Ontario risque d'être potentiellement exempté de ces tarifs avec l'Alberta et la Saskatchewan, comme je viens de le mentionner, qui sont deux producteurs d'énergie assez importants au pays. Donc, ça reste qui? Ça reste le Québec qui risque d'être la province la plus affectée, comme ça avait d'ailleurs été le cas en 2017. Le Québec qui, avec son secteur de production d'acier, d'aluminium, de composantes aéronautiques, tout ça, bien sûr, Donald Trump le voit comme des éléments qui devraient et qui pourraient être produits directement aux États-Unis. Donc, il ne se gênera sûrement pas d'appliquer des tarifs là-dessus. Même chose du côté du bois d'œuvre. Donc, vous voyez ici là, les différentes composantes d'exportation hors énergie des différentes provinces. Donc, vous voyez qu'au Québec, c'est bien sûr les biens de consommation, produits métalliques et non métalliques, produits forestiers et l'aéronef qui dominent. Et il se trouve que ça risque d'être des produits qui vont être grandement affectés par les tarifs si ceux-ci sont appliqués. Donc, du côté des tarifs, c'est bien sûr plutôt négatif, mis à part le fait que certaines composantes importantes de l'économie canadienne risquent d'être exemptées. Alors, il faut dire aussi que le Canada est en meilleure posture, ou pourrait être en meilleure posture avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Certains projets qui ont été enterrés par Joe Biden, notamment le pipeline Keystone XL, pourraient bénéficier au Canada. Donc, c'est un peu mi-figue, mi-raisin dans la mesure où nos exportations de pétrole pourraient augmenter du côté des États-Unis et celles-ci pourraient être exemptées de tarifs. On peut aussi penser au pipeline Trans Mountain qui maintenant fonctionne, qui nous permet d'exporter notre pétrole vers d'autres marchés que celui des États-Unis. Donc, c'est quelque chose d'assez bénéfique de ce côté-là. Donc, premier élément, les tarifs, qui risque bien sûr d'être assez négatif pour l'économie canadienne. S'il venait à être appliqué à l'économie canadienne, parce que pour Donald Trump, les tarifs sont un levier de négociation lui permettant d'obtenir ce qu'il veut. Donc si du côté du Canada, on répond aux demandes des États-Unis, il est fort possible que ces tarifs ne s'appliquent pas ou que du moins ils s'appliquent partiellement à l'économie canadienne, ce qui causerait un choc plus ou moins important à notre économie. Deuxième élément, parlons de la croissance économique qui pâtit depuis quelque temps au pays. On a eu les plus récents chiffres là, pour ce qui est du troisième trimestre. Donc, de façon annualisée, on est à 1% pour ce qui est des données du troisième trimestre. Si vous additionnez les données depuis le début de l'année, donc 0,5, 0,5, 3%, on est à 1,3%, ce qui nous amène à penser que la croissance risque d'être positive cette année au pays. Donc, la Banque du Canada semble être en mesure d'atterrir l'économie canadienne sans qu'il n'y ait de récession. Du moins, c'est vers ça qu'on s'enligne actuellement. Si vous allez d'ailleurs comparer la croissance économique du troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, bien, vous réalisez que du côté de la consommation, ce que vous voyez en bleu, les consommateurs ont rebondi. C'est-à-dire que la consommation accapare une part plus importante dans la croissance économique que c'était le cas le trimestre passé. Bon, oui, il y a eu moins de croissance ce trimestre-ci que le trimestre passé, donc la croissance décélère, mais la consommation semble mieux se porter qu'elle se portait précédemment. Le hic, c'est encore une fois le fait que les dépenses gouvernementales accaparent une part trop importante dans la croissance au pays. Donc, notre croissance est trop dépendante des dépenses fiscales du gouvernement. Or, il se trouve que le gouvernement va devoir se serrer la ceinture au courant des prochains mois, ce qui pourrait peut-être amener la croissance à la baisse du côté du Canada à court terme, mais à long terme, c'est quelque chose qui est bien sûr bénéfique. Donc, on est, par rapport à la moyenne historique, les gouvernements dépensent 2 fois plus qu'ils l'ont fait par le passé. Donc, vous pouvez vous poser aussi la question pourquoi mes graphiques sont un peu différents par rapport à la composition de ce qu'ils étaient lorsque je vous les ai présentés la dernière fois. Eh bien, Statistique Canada a procédé à une révision de la croissance au pays de 2021 à 2023, ce qui explique la raison pour laquelle mes graphiques sont un peu différents. Donc, du côté de la croissance économique, on pourrait penser que la Banque du Canada est en train d'accoucher d'un atterrissage en douceur de l'économie, donc c'est une chose positive.
Maintenant, il y a aussi le fait justement que la Banque du Canada, qui vise à soutenir l'économie canadienne, va continuer ses baisses de taux d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez positif, qui risque d'être bénéfique pour les entreprises canadiennes, bien sûr, comme les ménages. L'autre élément qui pourrait être bénéfique pour le pays, pour les entreprises canadiennes, pour l'investissement au pays, c'est la prochaine élection, tout dépendant bien sûr du résultat de l'élection. Mais si on se fie aux données actuelles, les conservateurs semblent être en bonne position pour avoir un gouvernement majoritaire s'il y avait des élections d'ici la fin de l'année ou au printemps prochain. Alors, si c'est le cas, eh bien ça pourrait rétablir la confiance avec les investisseurs étrangers au pays. Donc, certains projets d'importance pourraient être ressuscités, notamment le Teck Oil Sand Project dans les sables bitumineux albertains qui avait été abandonné il y a quelques années, donc en 2020, parce que le gouvernement actuel est très hostile au projet de développement des énergies fossiles. Or, avec un gouvernement conservateur en place, donc plusieurs de ces projets pourraient revenir à la vie. Et c'était un projet qui était quand même de l'ordre de 20 milliards. Donc, beaucoup d'investissements pourraient revenir au pays. Ça pourrait augmenter aussi notre capacité de production et d'exportation d'énergie et bien sûr nous enrichir collectivement. D'autres projets comme GNL Québec, encore une fois, du côté de l'énergie qui avait été abandonné, bien, tout ça pourrait revenir, refaire surface et participer à la croissance économique du pays. D'autres mesures fiscales pourraient être prises. On parle bien sûr de déréglementation dans le secteur de l'immobilier. Donc tout ça pourrait encore une fois profiter à la croissance économique, mais aussi d'autres mesures fiscales qui ont été mises en place par le gouvernement de Justin Trudeau pourraient être renversées, notamment la hausse du gain en capital. Donc ça permettrait de redonner de la confiance bien sûr aux investisseurs, mais même du côté des Canadiens, les inciter à investir, les inciter à faire des investissements, ce qui pourrait aider la croissance économique. Donc, tout ça pour dire que dans une perspective à plus ou moins long terme, on a bien sûr les tarifs là, qui pèsent sur le Canada qui nous amènent à penser que le Canada pourrait devenir une terre de danger en termes d'investissement. Mais on a tout de même la croissance économique qui reste au rendez-vous. On a une Banque du Canada qui soutient l'économie canadienne et on a le potentiel d'avoir un gouvernement pro-affaires, pro-investissement, pro-croissance au pays à partir de l'an prochain. Donc tout ça me fait pencher vers la balance vers du côté de l'optimisme, c'est-à-dire plus que du côté du danger. Alors, si on regarde bien sûr le TSX, donc les principales composantes du TSX, ici vous avez le TSX 60, donc ce sont les entreprises financières à 36% et l'énergie à 17%. Donc si vous avez un environnement économique qui est pro-croissance, bien sûr, ces deux principaux secteurs du TSX vont en bénéficier, les banques et les producteurs d'énergie, donc les exploitants de sable bitumineux, entre autres. Alors, tout ça est quelque chose d'assez positif. Et si vous regardez, vous le voyez d'ailleurs à travers les 10 principales composantes là, du TSX, des banques, des institutions financières et des producteurs d'énergie comme Enbridge. Donc, tout ça risque de profiter si les facteurs positifs que je viens de vous présenter entrent en fonction au cours des prochains mois. Maintenant, si vous regardez le TSX est complètement en feu depuis le début de l'année, en hausse d'à peu près 22%. Et ce n'est pas étranger non plus au fait que la Banque du Canada a coupé son taux directeur, ce qui est bénéfique pour les entreprises. Les conditions financières se sont assouplies et ça risque de se poursuivre, ce qui me laisse à penser que s'il n'y a pas de choc majeur dans l'économie canadienne, le TSX et les entreprises qui le composent vont continuer d'en bénéficier au courant des prochains mois. Alors, si vous pensez comme moi, ou si vous vous rangez comme moi du côté de l'optimisme pour ce qui est du secteur financier canadien, secteur boursier canadien, il y a plusieurs façons d'investir du côté de la bourse canadienne. La façon la plus simple, c'est d'y aller du côté des FNB. Et là, ce ne sont pas des recommandations d'investissement, mais simplement des idées qui vont peut-être vous aider dans vos analyses et vos recherches de votre côté. Donc, VCN du côté des FNB, VCE aussi. Vous avez aussi XUI du côté de BlackRock. Donc tout ça sont certaines idées qui certaines idées d'investissement qui peuvent vous amener à profiter de la potentielle croissance de la bourse canadienne au courant des prochains mois, si bien sûr les facteurs optimistes que je vous ai présentés se concrétisent. Maintenant, ce que je veux savoir dans la zone commentaire, c'est si vous êtes optimiste comme moi à l'égard de la bourse canadienne. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.